Quel est le pire film de 2025 ? Ou même les 10 pires films de 2025 ? Parce qu'il faut bien avouer que comme chaque année, pendant les 12 mois qui viennent de s'écouler, on s'est cogné des films qui étaient pires. Pire que quoi ? Pire tout court à ce stade. Juste pire de pire. Bonjour à toutes et à tous, ici Judith et je serai bientôt secondée de tous mes collègues de la rédac, les dénommés Geoffrey, Déborah, Alexandre, Antoine et Mathieu. Si nous nous réunissons ici aujourd'hui, c'est pour nous adonner à un vil rituel que nous observons désormais chaque année et pendant lequel nous faisons étalage de dégoût plus ou moins argumenté, de mauvaise foi plus ou moins justifiée et de sel plus ou moins affiné. Je veux bien évidemment parler de notre flop 10 2025, dont je me permets de rappeler qu'il est le résultat d'un mélange entre nos flops individuels qui sont très différents les uns des autres et que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site Écran Large. Bref, je vous propose de commencer sans plus attendre. Pour ouvrir ce flop, j'ai l'honneur de pouvoir vous parler du film qui est l'un des pires de pires que j'ai vu cette année et dont je suis la seule de la rédac à avoir subi l'éprouvant visionnage. Ce film, ce n'est autre que le long métrage d'animation Netflix The Witcher, Les Sirènes des Abysses. Le film fait suite au Cauchemar du Loup sorti en 2021 qui n'avait rien de très remarquable mais qui, en comparaison des Sirènes des Abysses, fait aujourd'hui figure de chef-d'œuvre immortel. Par où commencer ? Peut-être par l'animation sommaire, raide au possible, polluée par des couleurs et des lumières d'une fadeur comme on en a rarement vu, alors même qu'une histoire de sirènes qui se passe à moitié dans leur monde merveilleux sous-marin, ça se prête quand même vachement à faire de belles images colorées, non ? Bon, pour ça, il aurait déjà fallu qu'il fasse autre chose que pomper la petite sirène de Disney. Parce que oui, l'histoire de l'auteur original Andrzej Sapkowski s'inspire du conte d'Andersen. Mais là, Netflix, plutôt que de tenter de créer quelque chose d'original à partir de cet hommage, Dieu nous garde, préfère se vautrer dans le plagiat pur et dur du film de Disney. Mais version aucun effort en graphisme. Ni en musique, parce que je me remets toujours pas du passage où la méchante sorcière des mers, leur Ursula de supermarché, fait péter une version giga cheap de sa chanson de méchante, alors que le film n'est pas du tout musical par ailleurs, et que c'est la seule chanson du film, et on ne comprend absolument pas ce qu'elle vient faire là, notamment en l'absence de second degré. Ajoutons à ça qu'on est censé suivre une histoire d'amour entre la fameuse sirène et un prince humain, mais que selon les séquences, les deux amoureux communiquent parfois sans aucun souci en parlant la même langue, et parfois ils parlent plus la même langue et disent n'avoir jamais été capables de se comprendre. Et pour ajouter à la confusion, notons que le film ne sait pas à quel sein se vouer entre les références à la série Netflix et celles faites au jeu vidéo The Witcher 3, puisque Joey Beatty et Anna Chalotra, respectivement Jaskier et Yennefer dans la série, prêtent ici leur voix à leurs personnages. Pour autant, c'est Doug Cockle, doublé par Daniel Njolobe, qui prête la sienne à Geralt après l'avoir déjà incarné dans The Witcher 3. Donc on ne sait pas dans quel univers le film essaye de se placer, mais une chose est sûre, ce patchwork ne fonctionne pas. Et je vais me retenir de parler de la voix de l'affligeant personnage de Essie, dont chacune des répliques sont délivrées avec une fausseté monstrueuse et exactement sur la même intonation, quelles que soient les circonstances. Au bout d'1 heure et demie de film, je vous promets que ça rend fou. Bref, voilà, c'est nul, place aux autres films nuls. En 9ème position, on retrouve le film d'action The Old Guard 2, mais je pense qu'il serait bien plus haut si je n'étais pas la seule de la rédaction à l'avoir vu. J'en veux pas du tout aux autres d'avoir esquivé la balle, surtout après le premier volet qui était déjà un bon gros coup d'épée dans l'eau. Mais sur un malentendu, faire s'affronter Charlize Theron et Uma Thurman dans la suite avait du potentiel. Ça laissait l'occasion d'avoir au moins une scène cool, un combat sympa. Surtout qu'ils ont filé un katana au personnage d'Uma Thurman. Mais en fait, non, nada, parce que le film veut nous faire du mal. Alors non pas qu'on trépignait d'impatience, mais cette suite a quand même mis 5 ans à arriver. Et c'est globalement une autre grosse introduction avant qu'il se passe des vrais trucs, je sais pas encore lesquels. En attendant, ça brasse du vent pendant 1h45 avec 2-3 combats pour meubler, mais il ne faudrait pas non plus lui demander d'être divertissant. En fait, la seule chose que ce film réussit sur tous les points, c'est son auto-sabotage. Comme quoi, Netflix n'a pas toujours le nez fin puisque la plateforme avait vraiment l'air de croire au potentiel d'une franchise The Old Guard de la même manière qu'elle croyait à Rebel Moon et Army of the Dead. En l'état, on ne sait même pas si un 3e film verra le jour. Aucun des deux n'est dans le top 10 des films originaux anglophones et rien n'a été annoncé depuis la sortie début juillet. Donc on croise les doigts pour que ça n'arrive pas, ou alors, je préviens, c'est pas moi qui ferai la critique. En 8ème position, il y a un film que je suis le seul à avoir vu dans l'équipe, donc je suis entièrement responsable de sa place ici. C'est le film Souviens-toi l'été dernier.
qui est en réalité Souviens-toi l'été dernier 3, même si un Souviens-toi l'été dernier 3 existe déjà, mais c'est pas une vraie suite des deux premiers. Si vous comprenez rien, c'est normal, cette saga, c'est n'importe quoi. Et je dis ça alors que je fais partie des gens qui ont grandi avec Scream et qui ont donc vu en boucle les Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend et compagnie. J'arrive même à défendre Souviens-toi l'été dernier 2, mais là, c'est pas possible. Cette saga a toujours été à la bourre en voulant copier Scream dans les années 90 et elle reste à la ramasse en 2025 avec cette suite qui reprend la formule des récents Scream et Halloween. On ramène les vieux héros, on présente de nouveaux personnages et on jongle entre hommage et modernisation, entre faux remake et vraie suite. Le résultat est consternant. D'une séquence à l'autre, on rigole avec le film et les personnages, puis contre le film et les personnages. On a droit à de pures scènes de remake, des hommages absolument grossiers, et oui, vous savez très bien de quelle scène de merde je parle, et le pire, c'est le twist sur le tueur tellement con que je leur accorde un point pour l'audace. Remarque non, je crois que le pire, c'est quand même la scène post-générique qui ressemble à un sketch tourné entre potes. Il me faut un verre. Bref, ils savaient pas quoi faire, donc ils ont fait n'importe quoi, c'est donc un bon gros flop. C'est Noël, et vous savez ce que ça veut dire, on a envie de revoir Gremlins, on doit éviter Maria Carey, et on a aussi envie de faire des cadeaux et peut-être même de soutenir Écran Large, en lui donnant les moyens de continuer à faire plein de super vidéos. Par exemple, je dis ça comme ça, c'est pour ça qu'on lance 2 offres d'abonnement exceptionnelles, valables jusqu'au 1er janvier. Option 1, vous avez envie de vous abonner depuis des années, vous en rêvez chaque nuit, mais vous avez un petit budget. Dans ce cas, on vous propose un abonnement solidaire de 35 € pour une année. Option 2, vous avez plein d'amour pour Écran Large et en plus, vous avez un budget. Dans ce cas, on vous propose plusieurs formules d'abonnement soutien pour nous aider à rester un média libre, indépendant, qui fait des critiques, des vidéos, des podcasts et plein de jeux de mots douteux. Et en bonus, vous pourrez participer au choix des futurs sujets qu'on traitera en vidéo. Pour rappel, l'abonnement vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine et également des podcasts. Et vous pouvez aussi faire un don ou offrir un abonnement Écran Large à quelqu'un qui le mérite. Tous les détails sont dans la description de la vidéo. L'offre spéciale Noël n'est valable que quelques jours parce que paf, dès le 1er janvier, on revient dans le monde normal et c'est fini. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. En 7ème position, on a Toutes pour une de Houda Benyamina. Et forcément, je vais commencer par un disclaimer, puisque le problème n'est nullement sa relecture au féminin des Trois Mousquetaires, même si on se doutait que la démarche serait immédiatement attaquée par les paniques morales du moment. On sait que ces regards conservateurs prennent rarement la peine de chercher le cinéma pour faire valoir leur opinion, bien qu'ils feignent de planquer leur misogynie derrière 2-3 arguments d'écriture ou de mise en scène. Et encore. On ne dira jamais assez à quel point les regards féminins et féministes sont essentiels pour renouveler le 7e art, tout comme le fait de détourner des classiques de la littérature. Néanmoins, il y a bien un problème avec la réalisatrice Houda Benyamina, et c'est justement l'absence de cinéma derrière la posture. Parce que Toutes pour une, c'est quand même l'un des trucs les plus laids et indigents qu'on ait pu voir récemment en matière de découpage, de photographie et surtout de montage. Je vous jure que la première scène de nuit dans une étable m'a fait m'arracher les cheveux. Pire, ce plaidoyer féministe, rempli de symboles pas bien finaux à base d'épée et de zizi, ne fait que réarmer ces éléments phalliques à destination du féminin. Les héroïnes les emploient avec la même force oppressive que les hommes, sans même comprendre qu'elles perpétuent au fond les mêmes schémas de pensée, juste en les inversant. Mais tout ça est finalement bien peu de choses face à la mue du film en gros navet, notamment dans ses ruptures de ton musical complètement à côté de la plaque. Certes, le film n'a pas eu le budget massif des Trois Mousquetaires, mais le plus triste avec Toutes pour une, c'est qu'il est incapable de comprendre les codes du film d'époque et d'aventure qu'il voudrait convoquer et détourner. C'est bien son langage visuel qui lui fait avant tout défaut. En 6ème position, on retrouve Le Grand Déplacement de Jean-Pascal Zadi, où le film français a l'ambition scénaristique hors norme qui a eu les yeux plus gros que le ventre. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, Le Grand Déplacement raconte la première mission spatiale africaine où un équipage exclusivement issu du continent et sa diaspora s'apprête à partir explorer une nouvelle planète afin d'évaluer une chose, la possibilité de ramener tous les Africains, et seulement les Africains, sur cette planète B si jamais la Terre devenait inhabitable. Bon, Jean-Pascal Zadi, il avait un boulevard pour réaliser un film riche, dynamique et impressionnant, surtout avec 17 millions d'euros de budget, et visuellement, je peux pas mentir, ça a plutôt de la gueule, mais c'est vraiment le seul point à sauver de ce projet. À cause d'un rythme d'une étrange platitude, une mise en scène navrante, un montage terriblement haché, Zadi il plante à peu près tout ce qu'il entreprend avec Le Grand Déplacement. Et nous, en tant que spectateurs, au lieu de plonger dans une odyssée spatiale fascinante, on observe finalement un accident filmé au ralenti. C'est étrangement interminable pour un film de 1h22, mais le pire se trouve peut-être dans l'humour qui repousse les frontières du malaise entre les blagues au relent grossophobe, homophobe, islamophobe, faites votre choix, comme si un immense trou noir de la gêne aspirait quiconque s'en approche. Et c'est sans compter cette affreuse idée de la voix du vaisseau reprenant un accent africain digne des pires spectacles de Michel Leb. Bref, le voyage dans les étoiles promis se transforme en périple vers l'ennui, et c'est bien dommage.
En 5e position, on a le pire Marvel de l'année, ou disons le moins bon, parce qu'on avait trouvé des qualités dans les 4 Fantastiques et surtout Thunderbolts. Mais Captain America 4 a fait l'unanimité dans l'équipe. Alors par où commencer? Peut-être par le personnage de Sam Wilson qui avait eu droit à sa série très naze avec Falcon et le Soldat de l'Hiver pour l'introniser en nouveau Captain America. Le film est donc une sorte de suite de cette histoire, sauf que ça n'apporte à peu près rien. Le personnage n'avance pas et reste toujours aussi fade et inintéressant, ce qui est un peu gênant pour son premier film en solo tout de même, surtout vu sa place dans les prochains Avengers. On pourrait aussi parler de la platitude des scènes d'action, ce qui est franchement exaspérant, vu qu'on a un Captain America qui vole, un Red Hulk qui casse tout et même une autre Black Widow. Mais je défie quiconque de me citer en détail une seule scène d'action marquante dans ce film. Je pense qu'on peut mesurer le degré de je m'en foutisme des gens qui ont conçu ce Captain America 4 en repensant au retour de Liv Tyler qui a droit à 7 secondes à l'écran en plan large, aux multiples méchants utilisés n'importe comment ou à la scène post-générique qui prévient d'une menace du multivers qui arrive au cas où quelqu'un ne l'avait pas encore compris. Bref, Captain America 4, c'est une copie très ratée de Captain America 2 et c'est vraiment pas grave de le zapper. On pourra au moins lui accorder un bon point pour avoir remis en avant les événements du film Les Éternels, alors que Marvel semble vouloir le jeter à la poubelle depuis son bide au cinéma, et quand je revois ce Captain America 4 tout pourrave, j'ai encore plus envie de défendre Les Éternels. On arrive au numéro 4, qui n'est autre que The Gorge, sorti sur Apple TV+, un film qui nous donnait très envie grâce à son pitch, avec du coup ces deux personnes qui sont des deux côtés d'une sorte de gorge, où il se passe des trucs un peu mystérieux. Et puis il y avait le réalisateur qui a fait quelques très mauvais films, mais quelques films moyens, mais aussi Sinister, film d'horreur à jamais dans nos cœurs. Et la seule question qu'on s'est posée à la fin, c'est comment a-t-il pu foirer à ce point une si bonne idée, surtout en embarquant les talentueux Anya Taylor-Joy et Miles Teller. Pour citer les obsessions de notre rédacteur en chef, qui est le premier à avoir découvert le film, The Gorge ressemble quand même pas mal à un film de Paul W.S. Anderson, s'il avait essayé de faire sa version d'Annihilation, en plus d'un hommage vibrant à Love Actually et Dirty Dancing. Plutôt que de relire le pitch en salivant, on aurait peut-être dû regarder quelques lignes plus bas les principaux faits d'armes du scénariste Zach Dean, qui a fait en fait Fast X et The Tomorrow War, le fond du trou quoi. Le pire c'est que même en acceptant que The Gorge n'est pas le pur film d'horreur et d'aventure dont on rêvait, même en digérant la romance de Barbie et Ken militaire, et bah ça reste quand même super naze. Et avec sa mythologie à la mort moelle-nœud contée comme dans un joyeux nanar, avec Sigourney Weaver en grande méchante à perruque, et la vieille bobine de film qui explique toute l'histoire, cette production Apple TV+, ne cesse de surprendre et de la pire des manières. La scène avec la Jeep à flanc de falaise aurait pu nous avoir parce que c'est peut-être la meilleure, mais l'épilogue qui donne envie de vomir ces 3 derniers repas nous a achevés. Notre numéro 3, il m'a un peu, je dis bien un peu, redonné espoir en l'humanité parce que son cynisme lui a valu la moquerie d'absolument tout le monde. Et à raison, puisqu'on parle de War of the Worlds, la relecture toute pourrie de la guerre des mondes à la sauce Screen Life, ces films d'écran qui racontent leur histoire depuis les fenêtres et les caméras de nos outils informatiques. Et perso, le Screen Life, ça m'interpelle depuis pas mal d'années dans la nouvelle grammaire de cinéma que ça peut convoquer, et j'ai une certaine sympathie pour Unfriended ou Searching. Mais j'ai vite déchanté avec War of the Worlds, qui suit donc un agent de la NSA qui surveille entre autres le régime alimentaire de sa fille, parce que l'ultra-surveillance, en fait, c'est trop cool. Mais attention, parce que des aliens viennent désormais pour se nourrir de nos datas, il sera nécessaire pour le héros de disrupter le Deep State comme votre tonton complotiste, parce qu'en fait, c'est l'État qui est derrière tout ça. En soi, une critique des sociétés privées et des gouvernements gavés à nos données, ça aurait du sens, si le film n'était pas la pub la plus décomplexée qui soit pour Amazon. Parce que si vous n'avez pas vu le film, il faut que je verbalise quelque chose. Le climax de War of the Worlds et la survie de l'humanité dépendent de la livraison d'une clé USB par un drone Amazon. Et oui, je viens vraiment de dire cette phrase. Et c'est important de préciser qu'à la base, c'est un film Universal, qui s'est bien rendu compte que c'était de la merde, et l'a donc revendu à Amazon. Mais moi, naïvement, je pensais que la plateforme avait demandé ces rajouts dans le film. Mais non, le producteur a confirmé entre-temps que le film était déjà bouclé avant le rachat, donc tout ce marketing horrible et cynique relève d'une démarche artistique. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus triste dans ce nanar total. Mais bon, je suppose que c'est compensé par les fous rires que je me suis tapé devant la performance absolument atroce d'Ice Cube, tout en sourcils froncés et lunettes remontées pour montrer qu'il est très intelligent. Je vous laisse avec cette réaction totalement en accord avec la gravité de la situation lorsque sa collègue Sheila vient de se faire vaporiser par un tripode. Oh my God. À la 2e place de ce classement, on a Blanche-Neige, le remake en prise de vue réelle de Disney,
tellement fade et anecdotique qu'on comprend pourquoi le monde entier a parlé des polémiques et controverses qui entouraient la sortie du film, et pas vraiment du film en lui-même. Tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'il ne méritait vraiment pas autant d'attention et surtout d'argent. C'est tout moche, c'est tout numérique et c'est tout gris, ça raconte qu'épouique, Gal Gadot joue toujours comme un manche à balai, Rachel Zegler surjoue la nunucherie, et les nains, pardon, les créatures magiques de la forêt, ont sûrement envoyé quelques enfants et parents en thérapie. Plus globalement, comme c'est presque systématiquement le cas avec ces remakes produits à la chaîne, tout ce qui avait révolutionné le 7e art en 1937 est ici dévitalisé et désincarné. Chaque scène iconique est balafrée, comme quand Blanche-Neige s'enfonce dans la forêt ou que la méchante reine se transforme en sorcière. Et puis, ajouter 3-4 bribes de lore, ça n'étoffe pas une histoire, ça fait tout juste du cache-misère, surtout quand le scénario fait en sorte que les personnages restent de bons gros clichés rincés de contes de fées, à commencer par la méchante reine qui n'a plus rien du tout d'iconique. Alors, c'est peut-être pas le pire remake de Disney, là-dessus le débat reste ouvert, mais c'est assurément un des pires films de l'année. Avant de vous dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions spéciales qui auraient largement pu intégrer ce flop. Si notre choix s'est porté sur The Witcher, les Sirènes de l'Abysse en flop 10, en vérité, plusieurs films estampillés Netflix auraient pu prendre sa place, à l'instar de Banger avec Vincent Cassel. Un faux film cool qui ne sait jamais vraiment ce qu'il est censé être entre une comédie burlesque, une satire du monde de la musique et de la mode ou une enquête policière. Globalement, je pourrais dire, en résumé, que Banger n'est pas une masterclass. Évidemment, du côté Netflix, le plus évident aurait aussi été de mettre The Electric State des frères Russo, un feu d'artifice du rien du tout qui ressemble plus à un contenu de streaming qu'à du cinéma, voyez le genre. De leur côté, Antoine et Déborah auraient adoré ajouter Shadow Force de Joe Carnahan avec Omar Sy, Kerry Washington ou même Mark Strong, un line-up assez impressionnant qui ne sert finalement à rien puisque Shadow Force est globalement, je cite, anémique, d'une mollesse impardonnable et surtout d'une radinerie sans nom côté action. Alors je l'ai pas vu perso, mais c'est vrai que pour un film d'action, c'est un peu dommage. Mathieu, lui, aurait bien ajouté Le Jardinier, sorti sur Prime Video, un énième produit pour gonfler un catalogue de streaming où le plus important reste non pas l'action ou l'humour, mais bien les têtes d'affiche, ici Jean-Claude Van Damme donc, qui fait équipe avec Michael Youn, Ragnar le Breton et Caris. Parce que pourquoi pas? Si ça ne vous a pas donné envie, c'est normal, et rassurez-vous, vous n'avez apparemment rien raté. Enfin, notre chère Judith voulait ajouter Baby Girl d'Alina Rain dans ce flop 10, mais pour le coup, personne ne comprend vraiment pourquoi elle a fait ce choix, je la laisserai donc s'expliquer elle-même. Voilà pour les mentions spéciales, désormais place au numéro 1 du flop. Il y avait dans Minecraft tous les ingrédients pour un blockbuster foisonnant et imaginatif. Mais c'était sans compter le cynisme hollywoodien qui a préféré balancer un tas de références en vrac dans une intrigue passe-partout et cimenter le tout à coups de voix off dégueulasses. Le niveau de mépris pour le jeu de Notch est parfois absolument hallucinant. En 2 heures, nos valeureux héros auront tout juste le temps de construire une bicoque et une tour. Un comble quand on sait le niveau de créativité des joueurs, qui est par ailleurs mentionné dans l'atroce exposition, mais apparemment, c'est pas si important. Non content d'insulter quiconque n'a pas encore eu les neurones grillés par TikTok, le film Minecraft a l'outrecuidance de défendre la créativité entre 2 gesticulations de Jack Black. À ce stade, le réalisateur Jared Hess et son casting, enfin celui qui sert à peu près à quelque chose, donc le trio masculin, se paient sciemment nos têtes. Un film sur la construction sans construction et un film sur la créativité sans créativité, Warner est peut-être bien parvenu à synthétiser le néant hollywoodien pur. Ça fait longtemps qu'ils essayent, ils ont réussi. Bon, voilà, le passage en revue des croûtes cinématographiques de l'année se termine, et je continuerai à ronger mon frein quant à l'absence du film Baby Girl dans cette liste, malgré ce que pourront en dire mes collègues, surtout Mathieu qui l'adore pour je ne sais quelle raison. Et après, ça se fout de ma gueule parce que j'aime Crazy Bear. Bref, j'espère que ce petit bashing en règle vous aura plu, c'est de bonne guerre, mais j'espère surtout que notre liste de top vous plaira encore plus, parce que les bons films c'est mieux que les mauvais films. Surtout n'hésitez pas à partager votre propre flop 2025 en commentaire, que ce soit votre flop des films de l'année, ou votre flop de nos pires takes. Y a de quoi faire. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos envies éclairées et de nos opinions éclatées. Bonne fin d'année et à très vite. Stop!